je ne pensais qu'à jouer. Ou à l'écran ou au théâtre. Je ne pensais qu'à ça. Tout le reste comptait pas. Laissez-moi. Les premiers essais que j'ai faits, c'était avec Marcel L'Herbier pour un film d'après une pièce de théâtre de Jacques Deval qui s'appelait Étienne. Et c'est une grande actrice qui m'a donné la réplique, que vous êtes trop jeune pour avoir connue, qui s'appelait F. Francis, qui était une très très grande tragédienne et une très grande actrice. Et gentiment, le metteur en scène, Marcel L'Herbier, m'a invité à la projection le lendemain pour voir les roches de l'essai. Et il m'a demandé comment je me trouvais. Et j'ai dit, je me trouve affreux. Et il m'a dit, moi aussi. Ah et j'ai pas fait le film. Il s'était conduit d'une façon très curieuse avec moi. Et à chaque fois, il me téléphonait. À chaque film qu'il devait faire, il me téléphonait. Il m'offrait le rôle principal. Et j'apprenais par les journaux que c'était telle vedette qui faisait le film. Et après, il me téléphonait. Il me disait, c'est dommage que vous n'ayez pas voulu faire ce film. Il me semble que je vais tout recommencer. Plus rien n'a compté pour moi dans ma vie jusqu'à ce soir. Je pars à l'aventure. Ça va être si beau, l'aventure. Surtout quand on la va loin. Ah, moi, je vais l'avoir de près. De très près. Je vais me battre avec elle. Je haïssais ma voix. C'est pour ça que j'ai fumé. J'ai commencé à fumer à 30 ans. Parce que pour abîmer ma voix, enfin, j'avais une voix qui ne correspondait pas avec ma morphologie, si vous voulez. J'avais une voix trop haute, trop enfantine. Et quelqu'un, d'ailleurs, m'a dit, c'était le secrétaire de Cocteau, qui m'a dit, évidemment, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, alors tu as une voix d'enfant, mais c'est normal. Alors j'ai essayé de boire. Je n'ai jamais aimé beaucoup boire. Mais bon, je bois, comme tout le monde, mais je bois beaucoup. Mais j'ai fumé, maintenant, je ne peux plus m'en passer. Jean Cocteau a dit ça. Tes défauts... Il a écrit ça. Tes défauts, cultive-les, c'est toi. Et il a dit aussi, la personnalité ne vient pas de ce qu'on sait faire, mais de ce qu'on ne sait pas faire. Bon. Et oui, et les défauts, petit à petit, forment votre personnalité et le public réclame ces défauts. Le public même. Il est bien le seul. Pour Marcel L'Herbier, j'avais pris dans un annuaire tous les noms des metteurs en scène dont j'avais vu les films ou pas. Marcel L'Herbier, j'avais jamais vu un film de Marcel L'Herbier. Et alors, c'était un samedi, pour me donner du courage. J'ai pas pris l'ascenseur, je suis monté à pied, et j'ai sonné. Et un monsieur très élégant est venu m'ouvrir la porte. Parce que c'était samedi, il n'avait pas d'employé. Et alors il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors j'ai dit, je voudrais voir monsieur L'Herbier. Et c'est pourquoi? Et comme je le voyais très élégant, j'ai dit, c'est vous, monsieur L'Herbier? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je voudrais faire du cinéma, alors j'ai pensé à vous. J'ai vu vos films que j'admire beaucoup, j'avais rien vu du tout. Et alors il m'a fait rentrer dans son bureau et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites comme métier? En réalité, j'étais photographe, moi. Mais j'ai dit, je suis peintre. Mais c'était vrai aussi, j'avais peint. On payait 25 francs pour exposer aux indépendants, et on avait le droit à exposer 2 tableaux. Et alors l'un s'appelait, des 2 tableaux que j'exposais, l'un s'appelait Jésus Lacaille,
qui était mon portrait en casquette contre un mur avec des graffitis, merde à celui qui le lira ou des trucs comme ça. L'autre, c'était moi encore, mais tout nu. Et ça s'appelait Daphnis sans Chloé. Et alors, il avait acheté l'herbier parce qu'on est allé à l'exposition. Il avait acheté le programme et il cherchait les prix. Et je dis, cherchez pas parce que comme je croyais que personne m'achèterait mes tableaux, j'ai mis des prix très chers pour me faire plaisir. Alors, j'ai dit, mais à vous, je ferai des prix. Alors, il a acheté Jésus Lacaille et il m'a donné 800 francs d'art. Je lui avais fait 1500 francs. Ce qui était déjà énorme pour un débutant. Et alors, l'exposition a fini. Et je lui téléphone en lui disant, monsieur, l'exposition est terminée, si vous voulez, je vous livre le tableau. Et il me répond, oh, si c'est pour le mettre dans un placard ou dans un endroit où on ne le voit pas, c'est pas la peine. J'aurais voulu lui rendre ses 800 francs, mais il y avait longtemps que je les avais dépensés. Vous me voyez dans ce château. Je vous y vois. Patrice, ramenez-moi dans l'île. C'est-à-dire que l'Éternel Retour, j'ai tout de suite, dès que j'ai lu le scénario, j'ai compris que toute ma carrière partirait de ce film. Mais c'était une époque où on avait beaucoup de mal à tourner. Il y avait, 1943. Il y avait des problèmes d'électricité, il y avait beaucoup de oui, il y a quelques problèmes en 1943, qu'on imagine. Difficile. Et je suis parti tourner Carmen en Italie, à Rome, pour un producteur qui s'appelait Barattolo. Et Barattolo était associé à Paul V, qui avait accepté l'Éternel Retour. André Paul V. Et Jean Cocteau m'écrivait, on ne peut plus tourner. Si on te propose un sujet qui te plaît en Italie, accepte-le. Et on m'avait proposé La Fanciulla de l'Ouest, et j'avais dit oui. À peine j'avais signé que je reçois un télégramme de Paul V me disant « Comptons sur vous, fin du mois, pour l'Éternel Retour ». Je me précipite chez le producteur et je dis « Écoutez, monsieur, je vous demande de me rendre la liberté. Si vous voulez, je vous ferai un film pour rien après, si vous me rendez la liberté pour l'Éternel Retour ». Il me dit, mais j'ai le manuscrit sur mon bureau. Vous croyez tellement à ce film? J'ai dit, je sais que toute ma carrière va partir de ce film. Et alors, bon, comme vous savez, j'avais signé un contrat de 3 mois. Ça faisait 9 mois qu'on tournait Carmen. Et alors, donc, j'ai pu reprendre ma liberté. Vous entendrez les grenouilles. Mon clébard habite au-dessus. Cet escalier conduit à sa chambre. Il occupe tout l'angle à droite. Il vous plaît, l'orphelin? Il a l'air très bon. Il vous reste à connaître les certainement. En réalité, Jean Cocteau avait écrit le scénario en pensant à Michel Morgan. Mais Michel Morgan était en Amérique. Et il a demandé Madeleine Sologne, qui était fantastique dans le film. Et on s'est entendu merveilleusement. C'était un souvenir extraordinaire. En plus, Delannoy était tellement touchant dans la façon dont il vous demandait quelque chose. Il était fantastique, Delannoy. Et Jean Cocteau, au début du film, n'était pas là parce que il faisait sa mise en scène à la Comédie Française de Renaud et Armide. Il est venu que 15 jours après que le film était commencé. Et il n'a rien dit.
il a dit seulement 2 choses qui étaient sans importance. Il a demandé qu'on enlève la laitière de Creuse, une reproduction, en disant c'est pas possible que ça soit dans le décor, et un abat-jour qui était trop foutant. C'est tout ce qu'il a dit. Mais du jour au lendemain, tout le film a changé. La direction de Delannoy a changé. Les acteurs jouaient autrement. L'opérateur éclairait autrement. Tout, sans qu'elle dise un mot. Pas pour moi. Goûtez-le, ce n'est pas fort. Je déteste l'alcool. Et les bêtises, qu'est-ce que vous en faites? En même temps que moi, et d'un seul coup. À votre bonheur. Vous êtes impossible. Bravo à l'abus! Jean Cocteau ne voulait pas du tout de Josette D. Il trouvait qu'elle avait l'air d'une pin-up, elle était bouclée, blonde, comme ça. Il disait que c'était impossible qu'elle tourne ce rôle. Et il y a eu un dîner organisé chez Lily de Rothschild et chez Philippe de Rothschild avec Christian Bérard, Jean Cocteau, Josette Day, moi, et tout d'un coup, à table, Bérard a pris Josette Day par la main, l'a emmenée aux toilettes, lui a trempé la tête dans l'eau, lui a tiré les cheveux, a fait une espèce de petit chignon, et il est revenu, il a dit « Voilà la belle ». Vous n'êtes pas faite pour être une servante. Même le parquet veut devenir votre miroir. Vous ne pouvez plus travailler du matin au soir à servir vos sœurs. Si les bateaux de notre père n'avaient pas été perdus dans la tempête, peut-être bien que je pourrais m'amuser comme elle. Mais nous sommes ruinés, Avenant, il faut que je travaille. Ce qui a été le plus épouvantable, c'est la maladie de Jean Cocteau. Parce que il avait de l'impédigo sur le visage, il avait des furoncles, il avait de l'eczéma, de l'urticaire, il avait un phlegmon. Il ne pouvait plus supporter les projecteurs. Il était obligé de mettre un chapeau auquel il attachait un papier de photographe noir, auquel il faisait 2 trous pour voir, pour se protéger des projecteurs. Et malgré ça, c'était la courtoisie, la gentillesse, la drôlerie. Il racontait des histoires drôles pour que toute l'équipe soit heureuse et gaie et amicale. Pendant le film, le professeur Mondor m'a téléphoné à moi en disant « Jeannot, si vous n'interrompez pas le film pour 15 jours et qu'on mette Jean Cocteau à Pasteur dans une cage de verre, il peut mourir en 48 heures d'un empoisonnement du sang. » Alors, vous imaginez, moi, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, est-ce qu'il va accepter? Et il était tellement fatigué, le pauvre, qu'il a accepté. On a fait venir la pénicilline d'Amérique parce qu'il n'y avait pas encore la pénicilline en France. Et qu'on ne l'a pas guéri. On l'a sauvé de la mort, mais on ne l'a pas guéri. C'est après le film qu'il est allé en Suisse et où on l'a guéri. Il a souffert, mais le martyr, ça a été vraiment un héros comme on imagine un héros. Je connais vos griffes puissantes. Accrochez-les dans la vie. Défendez-vous. Dressez-vous, rugissez. Effrayez la mort. Belle. Si j'étais un homme, sans doute, je ferais les choses que vous me dites. On n'a pas compris qui nous avions comme assistant. Ah oui.
Bon, on nous avait proposé, René Clément, on avait proposé à Cocteau, un assistant qui s'appelait René Clément. Il était un très bon assistant, mais sans plus. Il faisait son travail, tout. Il était parfait, mais sans plus. Mais un jour, il nous a dit qu'il avait fait un film. Et il nous demandait la permission à l'heure des roches, après les roches, de projeter son film. Et on a découvert un génie qui avait fait la bataille du Rail. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que notre assistant était quelqu'un d'extraordinaire. Mais c'était quelqu'un qu'il disait qu'il apprenait avec Jean Cocteau tous les jours, toutes les secondes. Parce que c'était un univers qui était très très loin de lui. Et que ça lui apportait énormément. Peut-être qu'il n'aurait pas fait Jeux interdits si il n'avait pas eu le contact avec parce qu'il y a une poésie dans Jeux interdits fantastique. J'ai vu des techniciens complètement affolés de ce que demandait Cocteau dans Orphée. Quand il a les maisons, au lieu d'être comme ça et la rue là, les maisons étaient là et la rue là. Comme ça, la rue. Verticale, en fait. Bon, quand il a fait construire ces décors comme ça, quand les techniciens sont arrivés sur le plateau, ils ont vu ce décor invraisemblable qui était monté sur praticable en plus parce que ça nous donnait une démarche incroyable puisque soi-disant on marchait comme ça. Mais quand on arrivait au bout, comme c'était une pente, on partait. Alors les techniciens ont dit mais il est fou. Il est fou. On a affaire à un fou. Et quand ils ont vu la projection le lendemain, ils étaient ahuris, émerveillés. Au collège, je m'amusais, j'allais au cinéma le jeudi, et le vendredi, alors je prenais mes camarades et on refaisait les scènes qu'on avait vues au cinéma. Et bon, alors, mes premières cascades, ça a été au collège. Je courais à toute vitesse, je me faisais un croche-pied, je tombais dans les jambes d'un pion qui tombait. Il croyait que c'était un accident, mais c'était... Je tombais à la renverse dans un escalier, je faisais déjà des cascades à l'époque. Pour dire la vérité, il y a des choses, par exemple, où j'ai été obligé d'être doublé parce que je n'avais pas le temps d'apprendre. Par exemple, j'ai sauté en parachute, oui, mais j'ai été doublé pour la chute libre. Parce que la chute libre, il fallait 60 sauts pour qu'on vous permette d'apprendre la chute libre. Or, je n'avais pas le temps de faire 60 sauts. Alors, donc j'ai sauté en parachute, c'est une question de bonne volonté, c'est tout. Nous parlerons plus tard. Zafari! Zafari! Méfie-toi de Salus! C'était dans Ruy Blas, ça. Je devais monter sur le cheval sans toucher les étriers, d'un seul coup, comme ça. Or, on répète, et impossible. Je ne peux pas monter sur ce cheval sans toucher les étriers. Et alors le metteur en scène me dit, c'était Billon. Pierre Billon. Et il me dit, bon, je te prendrai jusqu'au moment où tu vas, soi-disant, monter sur le cheval,
Et après, on reprend au moment où tu es sur le cheval. Je dis oui, mais ça serait quand même mieux si je le faisais d'un seul coup. Oui, non, mais tu peux pas. Alors, on dit moteur, partez. Et je me retrouve sur le cheval. Le fait de dire moteur, partez, ça me donnait une force que je n'avais pas. Alors, de ce jour-là, je n'ai plus voulu répéter puisque je voyais que je me fatiguais pour rien en répétition. Alors, je répétais plus. Alors, il y avait un cascadeur qui répétait, et puis à la prise de vue, on disait partez, et puis je faisais. Voilà. Et c'est comme ça que dans Le Gentleman de Cocody, je devais partir en même temps qu'une voiture qui partait en bas. Moi, j'étais au 2e étage sur un balcon. Je courais, j'enjambais le balcon et je partais sur le toit de la voiture. J'arrivais, bon, je devais arriver en plein milieu du toit de la voiture. Et il n'y avait pas de cascadeur pour répéter, donc je dis on répète pas, on tourne directement. Et j'arrive sur la voiture, mais on n'a pas pensé à une chose comme personne n'avait répété avant. Que ça a fait comme un trampolino, j'ai rebondi. Et la voiture marchait. Et je me suis retrouvé sans voiture, je me suis cassé les 2 poignets. J'ai eu peur étant gosse et j'avais honte parce que j'étais le genre chef de bande au collège, vous savez. Et alors, le chef de bande qui avait peur, mais je ne montrais pas que j'avais peur. Et je me suis obligé à corriger ma peur, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire tout ce qui pouvait me faire peur étant enfant. Et je suis arrivé à me corriger à tel point que je ne savais plus si je bluffais ou si c'était vrai que je n'avais plus peur. Et alors, à un âge où vraiment j'aurais dû être raisonnable, j'ai fait des choses pour me prouver que c'était vrai que je n'avais plus peur. Par exemple, je suis resté 5 minutes sur la croix en béton d'une église très laide qui avait le clocher avait 60 mètres de haut à Roye. Je suis resté 5 minutes, montre en main, debout pour me prouver que je n'avais pas le vertige et que je n'avais pas... En garde, si ça vous amuse, mais dépêchons-nous, j'ai autre chose à faire. On répétait en somme comme un ballet. Seulement, ça nous arrivait d'improviser parce que, par exemple, dans le bossu, je me bats sur un toit en tuiles. Et les tuiles se cassent. Et nos jambes rentrent dans le toit. Et il a fallu improviser. Mais comme j'avais en face de moi Carliez, qui était un escrimeur extraordinaire, quoi que je fasse, il était là et l'épée était où il fallait. Alors, ça devenait pas difficile grâce à lui. Vous avez l'air d'un vieux moulin à vent. Canaille! Quand la guerre est arrivée et que je suis parti à la guerre, j'ai vu que j'étais complètement inconnu. Aucun de mes camarades ne savait que j'étais acteur. Je me suis engagé par politesse. C'est pas par héroïsme. Parce que Paris était libéré, tout ça. Et je me disais, mais ces gens se font tuer pour nous. Et alors, je n'avais aucune... Je n'ai jamais eu de haine contre un Allemand. C'est ça qui est... J'ai jamais appelé un Allemand un Boche, par exemple, moi. Je n'avais aucune haine. On était dans une catastrophe, mais où je vivais merveilleusement. C'est affreux.
En plus, on n'avait pas voulu de moi dans la résistance. Parce que Louis Jourdan m'avait dit, écoute, chacun de nous doit trouver 2 personnes. Est-ce que tu veux être une des 2 personnes? Ben, bien sûr, j'avais compris, j'ai dit oui. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien, on te préviendra. Bon, alors j'attends, des mois se passent. Je rencontre de nouveau Louis Jourdan. Je lui dis, mais tu sais, on m'a jamais fait signe. Mais non, il m'a dit, j'ai parlé de toi, mais on m'a dit que tu vivais près de quelqu'un de trop bavard. Bon, donc on n'a pas voulu de moi dans la résistance. Mais c'est mon destin, c'était comme ça. Bon. Quand on a reçu, le débarquement avait eu lieu, bon, on recevait des journaux clandestins, des tracts, où on disait que tout bon Français doit se rendre à son syndicat et se mettre à la disposition. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puisqu'ils n'ont pas voulu de moi? Jean Cocteau me dit, tu dois y aller. J'y vais. Et je vois que je suis reçu ils étaient très embarrassés. Et j'ai entendu qu'on demandait des volontaires à la mairie du 8e. Alors je me suis engagé comme... Mais j'avais pas fait de résistance. Alors on m'a envoyé au syndicat avenue de l'Opéra, où on m'a remis un revolver, un brassard. Et je redescends. C'était rue Royale. Et il y avait un barrage d'Allemands. Et ils arrêtaient tout le monde. Moi, j'étais habillé en bleu ciel, à l'époque. Bon, les cheveux longs, blonds. Et ils arrêtaient tout le monde. Et alors, je me suis dit, si je pars, j'étais à bicyclette, j'ai dit, si je pars, ils vont me poursuivre. Alors, j'ai dit, Moulouk, c'est mon chien, il a sauté sur mes épaules, comme d'habitude, et je me suis dirigé droit sur l'Allemand. Il a vu ce zazou, on appelait ça des zazous à l'époque. Et il a dit, Raus! Et puis je suis parti comme ça. Je me suis dit, vraiment, j'ai rien fait, aucune résistance, rien, je vais être pris avec mon revolver, mon brassard. Non, c'est trop con. Je suis parti finalement avec la division Leclerc. Mais j'étais habillé en soldat, parmi d'autres soldats, donc invisible. Et mon chien, que j'avais fait demander par mes copains, mes nouveaux copains, qui ne savaient pas du tout que j'étais acteur. Mais ils sont tombés amoureux de mon chien, tout le monde a été amoureux de mon chien. Et on m'a dit, emmène-le. J'ai dit, moi, hypocrite, écoute, je suis un soldat, je peux pas emmener mon chien. Mais s'il y en a d'autres, emmène-le. Et alors, il y avait mon chien, que tous les gens qui faisaient la haie pour voir partir la division Leclerc reconnaissaient. Ils disaient, mais regarde, on dirait le chien de Jean Marais, mais c'est Jean Marais. Et alors on venait m'apporter des alcools, des bonbons, des gâteaux, des machins. Moi, j'avais fait ni le débarquement, ni la libération. Je l'avais pris à Paris. Alors ils me regardaient tous, eux qui étaient tous des héros. Alors, qu'est-ce que c'est que celui-là? Ils ont cru que j'étais un collaborateur qui se cachait. Alors, ils en ont parlé aux officiers qui ont fait une enquête, semble dire. Puis quand l'enquête a été finie, ils me l'ont dit, ils m'ont fait venir, ils m'ont dit, voilà, on a fait une enquête parce qu'on trouvait ça curieux quand même. Et alors, ils ont tous appris que j'étais acteur, enfin, vraiment, avec l'enquête et tout, mais que j'étais blanc. J'étais blanc, mais parce que par paresse, finalement. J'étais pas... Oui, c'est un cas.